Comme beaucoup d'entre vous, j'ai de très bons souvenirs de la lecture des livres de Harry Potter pendant mon enfance. Pour être honnête, j'étais totalement accro. Je lisais pendant tous mes cours après l'école et je restais même éveillée tard dans la nuit, plongée dans l'univers d'Harry Potter. La série elle-même a fait un festival de près d'un demi-milliard d'exemplaires. Au fil des ans, de nombreuses théories de fans ont vu le jour. J.K. Rowling elle-même a même confirmé quelques théories. D'accord. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu venir. Et je pense que 99% des gens ne l'ont pas vu venir non plus. Bon, ça suffit. Voici 5 théories sur Harry Potter, trop belles pour ne pas être vraies. Cinquièmement, une autre interprétation de la prophétie. L'un des principaux moteurs des livres Harry Potter était une prophétie énoncée par Sybil Ptolemy. En voici une version condensée, l'un ou l'autre doit mourir de la main de l'autre, car aucun des deux ne peut vivre tant que l'autre survit. Dans les livres, cela signifie qu'à la fin, Harry ou Voldemort ne doivent pas tuer l'autre. Mais que se passerait-il si la prophétie avait en fait un sens plus profond? Et si cela signifiait en fait que le seul moyen pour l'un d'entre eux de parvenir à ses fins n'est pas la main de l'autre? Cela nous ramène à la partie de la prophétie qui dit que l'un des deux doit mourir de la main de l'autre. Si l'on s'en tient à cette autre théorie de la prophétie, celui qui dérive n'a pas d'autre moyen de parvenir à la mort. C'est aussi exactement ce que Voldemort voudrait pour lui-même, car l'immortalité le rendrait certainement inarrêtable. Mais comme nous l'avons vu à la fin de la série, il est tué alors que Harry survit. Par conséquent, en tuant Voldemort, Harry Potter a en fait sacrifié la seule chose qui nous arrive à tous, la mort. Il convient également de noter que, tout au long de la série, il nous a été clairement indiqué que la vie après la mort est une chose bien réelle dans ce monde. La mort n'est certainement pas la fin, car on nous a montré que l'âme d'une personne vit dans un autre monde. On nous montre l'esprit de la mère et du père de Harry, de Sirius Black et même de Romulus Lupin, toutes des personnes qui sont mortes et qui l'attendent dans l'au-delà. Mais après la mort de Voldemort, Harry Potter perd toute chance de revoir ses amis et sa famille, puisqu'il est redevenu un mortel. Si tout cela est vrai, la mort n'est pas un si mauvais sacrifice à faire, mais vivre éternellement signifie qu'il ne pourra jamais se reposer dans l'au-delà avec les gens qu'il aime. Harry Potter serait à jamais le garçon qui a vécu. Quatrièmement, la durée des livres de Harry Potter. Si nous examinons la longueur de chaque livre de Harry Potter et que nous la comparons à la progression de la série dans son ensemble, nous obtenons des résultats assez intéressants. Le premier livre de la série, Harry Potter et l'école des sorciers, contient 223 pages, le deuxième 251 et le troisième 317. Étonnamment, les 4 derniers livres de la série contiennent entre 600 et 700 pages. Ces informations nous permettent d'affirmer qu'au fur et à mesure que la série Harry Potter progressait, les livres devenaient de plus en plus longs et que, dans certains cas, les derniers livres étaient presque 3 fois plus longs que les 2 premiers. Certains diront que cela s'explique simplement par le fait que les livres sont devenus plus longs à mesure que J.K. Rowling s'est amélioré et a mûri en tant qu'auteur, mais je pense que cela peut s'expliquer par un phénomène d'inscription. Au fur et à mesure que la série progresse, les intrigues et les personnages deviennent de plus en plus complexes, non pas parce que Rowling voulait des histoires plus profondes, mais parce que les personnages vieillissent au fur et à mesure que la saga avance, et sont donc capables de saisir les complexités et les détails de ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, lorsque Rogue est présenté pour la première fois, il est perçu comme un professeur épouvantable qui semble haïr Harry sans presque aucune raison, mais plus tard, Rogue se révèle être bien plus que cela, c'est un individu complexe et profondément hanté qui a perdu la personne qu'il aimait le plus au monde. Dumbledore est un autre exemple qui confirme cette théorie. Lorsque nous rencontrons Dumbledore pour la première fois, il est dépeint comme un vieux sorcier sage qui ne peut pas faire de mal, mais plus tard, les livres montrent qu'il est un homme rongé par le doute et le regret. Une autre chose à savoir est que les histoires sont généralement racontées du point de vue de Harry, ce qui signifie que dans l'école des sorciers, il était complètement émerveillé par ce qui l'entourait. Cela est dû à la fois à son jeune âge et au choc culturel qu'il a subi en entrant dans un nouveau monde. Mais dans les derniers livres, il s'est adapté à sa vie à Poudlard et est plus à même d'analyser clairement son environnement et d'établir des liens qui lui auraient autrement échappé. Si l'on suit cette théorie, il est tout à fait logique que l'Ordre du Phénix soit le livre le plus long. Je pense qu'il est exact de dire que dans le 5e livre, Harry atteint l'apogée de la puberté, puisqu'il a environ 15 ou 16 ans, et qu'il est donc plus confus, effrayé et seul qu'à n'importe quel autre moment de la série. Et la longueur du livre reflète cela. Là où il y avait la sécurité de Poudlard, il y a maintenant la corruption du ministère, là où il y avait un chapeau magique qui parle, il y a maintenant une malédiction qui tue. Je pense que cela montre le véritable génie de J.K. Rowling en tant qu'auteur. Elle a écrit chaque livre pour un public cible qui vieillit en même temps que les personnages.
Je ne vois vraiment aucun autre auteur qui ait réussi à obtenir le même effet à la perfection, mais c'est aussi pour cela qu'elle vaut $1 milliard. Troisièmement, l'histoire des 3 frères, et l'histoire des 3 frères. La mort a donné à chacun des frères un cadeau de leur choix, le frère aîné a demandé un cadeau plus puissant que tous ceux qui existent. La mort lui accorda alors l'aîné. Le deuxième frère voulait le pouvoir de ressusciter les gens de la tombe. Le crépuscule lui donna la pierre de résurrection. Enfin, le troisième plus jeune frère ne nous faisait pas confiance. Nous lui avons donc demandé quelque chose qui lui permettrait d'aller de l'avant sans que personne ne puisse le suivre et nous lui avons donné sa propre cape d'invisibilité. Bien que son histoire soit un conte de fées raconté aux enfants, je crois que 4 des personnages de l'univers de Harry Potter représentent les 3 frères et le premier frère qui aspirait au pouvoir est évidemment Voldemort. Le deuxième frère qui voulait ramener les gens d'entre les morts peut être interprété comme étant Rogue, car il a perdu Lily, la femme qu'il aimait plus que tout au monde, et le plus jeune frère n'est autre que Harry Potter, car il veut simplement continuer sa vie, sans être dérangé et libéré de toute magie noire qui ne laisse que la mort. Et la mort, c'est sans aucun doute Dumbledore, comme le prouve le fait qu'il ait eu en sa possession les 3 objets du creux de la mort. Il a retrouvé la pierre de résurrection, emprunté la cape d'invisibilité à James Potter et l'a conservée après sa mort et sa victoire sur Grindelwald, devenant ainsi le maître de l'Ancien. Un autre élément de preuve indiquant que Dumbledore est mort est que la fin de l'histoire des 3 frères après la mort est la remise de leur cadeau aux 3 frères. La nuit même où le frère aîné a été égorgé, le deuxième frère a ressuscité la jeune fille qui allait se marier avant de mourir prématurément. Mais elle était triste et froide et n'était pas vraiment à sa place. Le deuxième frère s'est suicidé, les morts ont cherché pendant des années le plus jeune frère, mais n'ont jamais pu le retrouver. Ce n'est que lorsque ce dernier atteignit un âge avancé qu'il accueillit la mort comme un vieil ami et qu'ils partirent sur un pied d'égalité. Lorsqu'Harry Potter est tué par Voldemort, il voit Dumbledore à King's Cross et le salue comme un vieil ami. De plus, les actions de Dumbledore ont causé la mort des 3 personnages, intentionnellement et celle de Voldemort dans le cas de Harry. Il a toujours été dit que la pire crainte de Voldemort était la mort, et Dumbledore est considéré comme la seule personne qu'il ait jamais crainte. Deuxièmement, Harry Potter a été ressuscité par les Hallows. L'explication officielle de ce qui s'est passé lorsque Voldemort a frappé Harry avec la malédiction mortelle dans les reliques de la mort est donc que, parce que Voldemort a pris le sang de Harry pour recréer son corps, la protection de Lily a empêché Harry de mourir. Cependant, j'en suis venu à penser que cela n'explique pas exactement ce qui s'est passé. Certains éléments clés réfutent ce récit et renforcent une autre théorie. Lorsque Voldemort a tenté de tuer Harry alors qu'il était bébé, le Chris qui l'a tué a en fait rebondi et l'a tué à sa place, rendant inutile la création d'un nouveau corps. Et comme vous l'avez vu, cela ne s'est pas produit une seconde fois, le sort a fonctionné comme il le devait. De plus, lorsqu'Harry a été frappé par la malédiction de mort alors qu'il était bébé, celle-ci a laissé une marque iconique sur son front, ce qui ne s'est pas produit cette fois-ci. Le dernier élément de preuve, et le plus important, qui réfute l'explication officielle est que pour qu'un Horcrux soit détruit, le contenant doit également être détruit ou tué. Si l'on se base sur ce dernier fait, nous savons que l'Horcrux a été détruit par Voldemort lui-même lorsqu'il a lancé le sort de mort. Cela signifie donc que le contenant, c'est-à-dire Harry, a dû mourir au cours du processus. Si la protection de Lily était en fait la raison pour laquelle Harry a survécu une fois de plus, cela signifierait également que le Horcrux a été détruit par Voldemort lui-même. Cela signifierait également que l'Horcrux n'aurait pas été détruit. Lorsqu'Harry se trouve à King's Cross après sa mort, il a la possibilité d'aller de l'avant ou de revenir en arrière, ce qui signifie qu'il était sans aucun doute mort. Il y avait simplement d'autres forces en jeu qui lui ont donné cette option unique. Je pense que ce niveau de pouvoir a été accordé à Harry parce qu'il est devenu le maître des 3 creux. Harry Potter possédait les 3 cavités et acceptait son propre sort. Même s'il ne possédait pas physiquement tous les Hallows en même temps, il a utilisé les 3 Hallows à la fois indirectement et directement lorsqu'il a permis à Lord Voldemort de le tuer. Il portait la cape en utilisant la pierre et a été tué par la baguette, dont il était le maître. Mais le véritable maître ne se contente pas d'unir les creux, il doit aussi accepter de mourir. Et lorsqu'Harry s'est donné la mort volontairement tout en possédant les Hallows, il est devenu le maître de la mort, car la mort ne l'a jamais vaincu. Dumbledore l'a même commenté en disant, et je pense que cela a fait toute la différence. S'il avait essayé de se battre en duel, il serait simplement mort et n'aurait sûrement pas eu la possibilité de revenir. Mais il ne l'a pas fait. Et parce que Harry s'est sacrifié pour protéger les autres, les habitants de Poudlard bénéficient de la même protection que celle dont Harry a bénéficié lorsque la Ligue a donné sa vie. Voici un extrait du livre. J'ai fait ce que ma mère a fait. Tu n'as pas remarqué qu'aucun des sorts que tu leur as jetés n'est contraignant. Vous ne pouvez pas les torturer, vous ne pouvez pas les toucher. Pour que cela fonctionne, Harry Potter devait vraiment mourir. Premièrement, les sorciers et les Moldus. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais il semble que certains aspects du monde des sorciers ne concordent pas exactement. Tout d'abord, le ministère de la magie n'est-il pas un nom étrange pour un gouvernement ?
Cela ne ressemble pas du tout à un gouvernement. En réalité, il s'agit plutôt du nom d'un département. De plus, le chef du ministère de la magie s'appelle le ministre de la magie. Aux États-Unis, on n'appelle pas le président le président de l'Amérique et en Grande-Bretagne, le Premier ministre est simplement appelé le Premier ministre. Pourquoi cette distinction est-elle nécessaire? Alors que les sorciers ne semblent même pas savoir quel type de gouvernement ont les nations mongoles? Par ailleurs, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, il est révélé que le ministre de la magie était tenu d'informer les premiers ministres qu'il faisait entrer le dragon dans le pays. Honnêtement, cela ne ressemble pas à une règle que les sorciers s'imposent à eux-mêmes. Ce qui me semble plus probable, c'est que beaucoup de petits ont inventé cette règle pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle sur les sorciers. Ma théorie est qu'à un moment donné dans un passé lointain, les sorciers ont eu une guerre avec les Mughals et ont perdu, les mères ont tué les sorciers les plus puissants et ont créé le ministère de la magie pour garder leur pouvoir sous contrôle. Je pense qu'il est très possible que l'invention des armes à feu au XIVe siècle et les progrès technologiques exponentiels de l'armement à cette époque aient permis aux Moghols de vaincre leurs homologues occidentaux. C'est également très logique, car les tensions entre les deux groupes sont très fortes à cette époque. Après y avoir réfléchi un peu plus, j'ai commencé à faire des comparaisons entre les sorciers de Harry Potter et les Amérindiens. Attendez un peu. Je sais que cela semble un peu fou, mais laissez-moi vous expliquer. Je sais qu'il s'agit de deux groupes totalement distincts qui n'ont rien en commun, mais nous pouvons établir quelques similitudes, car je pense que les deux groupes sont persécutés de la même manière, jusqu'à 95% de la population amérindienne a été tuée lors de l'arrivée des Européens en Amérique. Nous savons que la population des sorciers diminue en Europe. Bien que nous ne sachions pas exactement combien il y a de sorciers, J.K. Rowling a estimé qu'il y avait 3000 sorciers en Grande-Bretagne dans les années 1990. Cela signifie que pour chaque sorcier vivant en Grande-Bretagne, il y a environ 20 000 moldus, mais ce qui laisse perplexe, c'est que leurs familles sont généralement plus grandes que celles de leurs homologues mobiles. De plus, l'espérance de vie moyenne d'un sorcier est de 137 ans, le plus âgé atteignant l'âge stupéfiant de 755 ans. Si les sorciers vivent 2 fois plus longtemps que les moldus et s'ils ont des familles plus nombreuses, pourquoi la population est-elle si faible? La réponse logique à cette question est qu'il y a eu une sorte de guerre entre les sorciers et les moldus et qu'à la fin de cette guerre, la plupart du clan des sorciers a été tué, tout comme les Amérindiens. Pensez aussi aux réserves indiennes que nous avons ici aux États-Unis. À mon avis, elles ressemblent terriblement aux zones réservées aux sorciers et à l'univers de Harry Potter. La plupart des réserves sont situées loin de toute zone de civilisation, tout comme les endroits réservés aux sorciers sont hors de portée de la plupart des moldus. Un autre élément de preuve est le fait que les sorciers ne sont généralement pas très puissants de nos jours. Certes, Dumbledore est puissant, mais comparé aux sorciers du passé, il est plutôt faible. De nos jours, les sorciers n'expérimentent généralement pas la magie. Ils doivent s'enregistrer comme n'importe quel mage et ils vont même jusqu'à cacher des artefacts puissants comme les tourneurs de temps. Il y a aussi une culture générale de l'autosatisfaction qui semble imprégner le monde des sorciers. Dans l'ensemble, il semble presque apaisé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez trouvé certaines de ces théories plausibles, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous les détestez. Si vous aimez ces théories, vous n'en avez rien à foutre. Dites-moi ce que vous en pensez. La prochaine vidéo qui sortira sera consacrée au fait de How I Met Your Mother. Je n'avais pas l'intention de faire cette vidéo avant un moment, alors elle sortira dans les prochains jours. Très bien, à la prochaine fois.